Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir 48 heures après sur ce Classico remporté 4-0 par les Parisiens qui ont eu le droit à un jour de repos supplémentaire offert par leur entraîneur. Lundi et mardi, ils reviennent demain au campus PSG pour préparer la rencontre de samedi 17 h contre Clermont. Et en attendant ce prochain match de pied ferme bien sûr, puisqu'on a besoin de notre dose du PSG de Luis Enrique, on va revenir étayer le débrief que j'avais fait à chaud dimanche soir. Depuis, j'ai évidemment re-regardé le match. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, pour commencer, une remarque très anecdotique qui va aller vite concernant la sortie d'Mbappé décidée sur le tard, ce que certains ont reproché au staff technique de ne pas la décider plus rapidement. Ce que je peux comprendre maintenant, déjà sur ce genre de joueurs qui sont un facteur X de ton équipe, s'ils veulent se tester, continuer, bon, les laisser un quart d'heure, 20 minutes en plus sur le terrain, je peux le comprendre. Et en plus, sur le match de dimanche soir, au vu du strap qu'il avait déjà de base, initialement avant le match, je pense que la gêne déjà était là avant le coup d'envoi, et deuxièmement que du coup, le staff technique était très au fait de l'état de la cheville d'Mbappé. D'ailleurs, Luis Enrique est rassurant très rapidement en après-match, il dit c'est vraiment rien de grave, tout va bien pour Mbappé, donc j'ai plutôt confiance en le staff sur cette dimension-là. Par contre, juste sur le comportement d'Mbappé sur le terrain, sortir en pleine phase de jeu, aller donc retirer le strapping sur le banc et tout ça pendant quelques minutes et du coup laisser tes coéquipiers à 10 contre 11 plutôt que te mettre par terre, attendre que l'arbitre arrête le match et éviter de casser le rythme, évidemment, parce que passer de 11 à 10 joueurs sur la pelouse, ça casse le rythme. Et on l'a vu, l'impression visuelle était très claire quand Mbappé sortait du terrain. Voilà. Juste la petite subtilité que je voulais apporter dans ce genre de cas, que Mbappé se mette par terre et attende que l'arbitre siffle plutôt que sortir et laisser ses coéquipiers à 10, ce qui casse un petit peu l'élan que tu avais jusqu'à l'ouverture du score à la 8e minute par Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, justement, c'est mon deuxième point, tireur de coup franc. Y a plein d'abonnés qui me l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux, c'est vrai, depuis quelques semaines, sur la chaîne YouTube, on le dit, mettez Achraf Hakimi en tireur de coups francs, au moins sur les coups francs directs, parce qu'il en a déjà mis avec le Maroc. Voilà. Donc ça a été le cas dimanche contre Marseille, ça a marché, ça fait plaisir. Bon, pour le reste des coups de pied arrêtés, les corners d'Ousmane Dembélé, c'est toujours pas ça. Et ceux de Lee Kang-in, on s'en souvient contre Toulouse et Lorient, n'étaient guère mieux. Donc, ça pourrait rapidement devenir une vraie question sur ton prochain mercato, un critère du milieu que tu vas recruter, parce que les gars, on va pas se leurrer, il va falloir recruter un milieu très rapidement. Cet hiver ou pas, je ne sais pas. Luis Campos, là, papier du Parisien, 5 minutes avant que j'ouvre la caméra. Alors, du coup, j'ai pas eu le temps de regarder qui a écrit l'article, si c'est ce bon vieux Dominique Sévérac ou un journaliste un peu plus fiable. Mais visiblement, Luis Campos est conforté dans ses positions après ce mercato. Sa relation avec Nasser va bien et on sait très bien que c'est un baromètre très important quand tu es directeur sportif. En gros, si Nasser peut plus te blairer, autant partir. Voilà. À un moment donné, c'était le cas sur ta relation avec Mbappé, qui a la tête de Leonardo par exemple pour prolonger. Bon bref, donc pour cet hiver, Luis Campos pourrait se mettre au mercato assez rapidement et le prochain milieu de terrain, s'il pouvait bien tirer les corners, ce serait pas mal parce qu'en fait, vu que tu es une équipe qui cherche le jeu extérieur, qui va donc beaucoup centrer, donc se retrouver avec des seconds ballons fuyant un peu dans la surface, des adversaires qui vont un peu paniquer, forcément, automatiquement, tu vas te retrouver avec des corners. C'est dommage,
En plus d'avoir un Skriniar qui est quand même très grand, un Danilo très bon, Marquinhos pareil pour reprendre premier poteau par exemple, et ne pas utiliser ses qualités. Gonzalo Ramos, mais j'oubliais complètement Gonzalo Ramos qui en plus dimanche nous fait une super tête sur le 3e but. Donc voilà, les corners pour moi c'est assez important quand tu es une équipe qui cherche à beaucoup centrer, parce qu'à la limite si tu étais basé sur les contre-attaques, la verticalité absolue, je pense que tu aurais un peu moins de corners que une équipe qui, par exemple, a Ousmane Dembélé qui fait 14 centres contre Dortmund mardi dernier. Voilà. D'ailleurs, sur les 14, il n'y en a que 3 qui sont réussis. Bon, bref, il y a volonté de nuire. Non. Ce bon vieux Ousmane, voilà, nous a fait sa meilleure prestation au PSG dimanche soir contre l'OM. Celui qui aussi, à mes yeux, après avoir revu le match, fait sa meilleure prestation, c'est Manuel Ugarte. Et pourtant, c'est difficile pour lui, parce que des bonnes prestations, il y en a. Déjà, sur son jeu avec ballon, donc il s'est montré en seconde mi-temps cette montée en puissance exceptionnelle, déjà, il sait jouer en peu de touches. Voilà, 1 ou 2 touches, des transversales, des petits dribbles aussi, on a vu par moment. Voilà, du coup, c'est pas un jeu en une touche, mais pour essayer de se sortir de la pression. Mais globalement, c'est quelqu'un qui va essentialiser nos circuits de passe. Et rappelez-vous, quand il signe, on se demandait comment il allait s'intégrer dans une équipe de Luis Enrique. Enfin, j'ai mal formulé ma question, puisque du coup, comme il a signé avant Luis Enrique, on pouvait se demander la pertinence de cette signature quand derrière, un mois plus tard, tu prends un entraîneur qui demande une assise technique absolument extraordinaire à ses milieux de terrain. Ben, au final, aujourd'hui, Ugarte est très intéressant. Bon, en matière de contre-pressing et tout ça, je vous refais pas tout le speech, c'est la lecture de jeu. Mais par contre, dans les circuits de relance, ce qu'il apporte techniquement, c'est que c'est très intéressant parce que, en fait, cette équipe, à défaut de chercher de la verticalité, on sait très bien que Luis Enrique ne veut pas que ses défenseurs centraux prennent des risques. Par exemple, Skriniar, Marquinhos, un reproche qui serait facile de leur faire, c'est « vous n'êtes pas des défenseurs assez modernes, vous prenez pas assez de risques à la relance, je préfère les défenseurs de Manchester City, je préfère Jean-Claire Todibo à Nice ». Ben oui, mais le problème c'est que de l'autre côté, les deux, Marquinhos et Skriniar, c'est évident que les passes latérales et tout ça, c'est une consigne de l'entraîneur. L'entraîneur qui veut chercher le jeu extérieur, pas de verticalité. Voilà. Pas de verticalité, de prise de risque. Donc, pour combler ce défaut de verticalité, ce défaut de jeu intérieur, il faut jouer rapidement. En 1 touche, 2 touches grand maximum, pour essayer de déstabiliser le plus vite possible le bloc adverse. Donc là-dessus, Ugarte t'aide magnifiquement bien. Ça, c'est super. Voilà, on a hâte de le voir contre des adversités plus élevées. Par exemple, Skriniar, c'est un de ses défauts, le fait qu'il fasse trop de touches et que du coup, ses passes vers Ousmane Dembélé à droite sont beaucoup trop prévisibles pour l'adversaire qui, s'il pressait un petit peu plus que l'OM de dimanche dernier, aurait sûrement eu des balles de contre-attaque au vu de l'exécution technique qui derrière était un petit peu mollassonne. Bref, ensuite, concernant Ugarte, il finit bien le match physiquement. Au moment où Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé sont un petit peu cramés, lui monte en puissance et termine bien le match, limite sur les chapeaux de roue en fait. Voilà. Ça, c'était pas dit. On parle d'un Ugarte qui, en deuxième mi-temps contre Lyon il y a 3 semaines, flanche complètement. On parle d'un Ugarte qui a fait la trêve internationale outre-Atlantique dans l'Uruguay de Marcelo Bielsa. Dans des conditions, on le sait, jouer en Amérique du Sud, c'est compliqué. Et troisièmement, un Ugarte qui était... J'allais dire forfait, putain, je suis très fatigué en ce moment les gars, je suis désolé si je peine à trouver mes mots. Incertain pour le match contre Dortmund un peu plus tôt puisqu'il avait eu une gêne à l'entraînement et tout ça. Donc voilà, 3 facteurs qui font que ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. Par exemple, quand tu repenses au match de notre milieu de terrain au Bayern Munich, match retour l'année dernière, la seconde mi-temps où les mecs flanchent complètement, sont à la rue, bon, tu te dis que c'est de bon augure d'avoir des milieux qui montent en puissance et qui terminent bien leur match. On espère que le staff technique va plutôt bien gérer les organismes pour que on fasse les mêmes constats au mois de février-mars, qui sera évidemment le moment charnière de la saison. On peut pousser jusqu'à avril, si on est optimiste, sur les chances de qualification du PSG. Bon bref,
En tous les cas, le staff technique a l'air quand même assez au fait. On y reviendra par rapport à Vitinha. Voilà. En parlant de milieu qui flanche sur le match retour contre le Bayern Munich, Fabian Ruiz, dimanche soir, a fait une bonne entrée. Signalons-la, une volonté de jouer vers l'avant, un petit peu dans la lignée de ses entrées contre Lens, contre Lyon, que j'avais plutôt apprécié. Finalement, en fait, est-ce que ce serait pas le genre de joueur qui est meilleur quand il rentre que lorsqu'il démarre? Les matchs qu'il démarre, c'est toujours très compliqué de trouver du bon. Quand il rentre, à chaque fois, c'est l'histoire de 20-25 minutes, il se met au diapason et on n'en parle plus. Il fait des passes vers l'avant, il a les qualités techniques, il court, voilà, l'adversaire est fatigué, donc ça le met aussi dans de bonnes conditions. Donc, voilà, en sortie de banc, il faut noter quand même que Fabian Ruiz a de bonnes entrées en ce début de saison. Et ensuite, pour revenir sur Ugarte, il a pris qu'un seul jaune cette saison. C'était contre Toulouse en Ligue 1. Même en Ligue des Champions, il finit contre Dortmund sans jaune. Et ça, évidemment, c'est une très très bonne nouvelle. Je le répète très souvent dans mes vidéos, il ne faut absolument pas que nos milieux de terrain accumulent les jaunes jusqu'à être suspendus sur le match contre Newcastle fin novembre ou le 13 décembre contre Dortmund, le dernier de la poule, qui seront probablement des matchs où tu joueras ta qualification ou la première place. Voilà. Donc, ça, c'est un bon point qu'ils ne prennent pas de jaune, et c'est gage aussi d'intégration express en Ligue 1, puisqu'on se rappelle l'année dernière, Vitinha qui prenait beaucoup de cartons jaunes sur ses premiers matchs. Même Verratti avait fait une déclaration, « Ah, c'est marrant, Vitinha prend mon rôle, ça y est, maintenant, c'est lui qui prend les cartons jaunes. » Et nous, en tant que supporters, on était contents parce qu'on pensait qu'on avait recruté enfin un milieu de terrain qui allait mettre de l'impact. Tu parles sur toute la saison, je sais pas combien de jaunes il a pris derrière, Vitinha, mais s'il en a pris 2, c'est un miracle. Voilà. Mais dans tous les cas, au début, il n'arrivait pas à se jauger dans son approche des duels, parce que les arbitres, évidemment, en Ligue 1, sont assez particuliers. Voilà. Là, Ugarte, c'est quand même quelque chose de très positif pour lui, parce que voilà, une accumulation de cartons jaunes, ça peut faire une suspension, et on sait à quel point on est en Ugarte dépendance actuellement. Et d'ailleurs, il y a un match qui l'a prouvé, c'est Nice. Nice, le seul match où on a été mis sous pression, c'était sans Ugarte. Donc d'un côté, on pourrait dire qu'avec Ugarte, on aurait été un petit peu moins sous pression parce qu'on aurait récupéré beaucoup plus de ballons plus haut, et donc mentalement, ça aurait joué sur les têtes niçoises. Et que peut-être aussi on se serait créé plus d'occasions pour marquer. Accessoirement, c'est le but numéro 1 du football. De l'autre côté, on se dit, Ugarte, finalement, on l'a jamais vu contre des équipes qui te pressent réellement, donc on a vraiment hâte, même si là, dans le calendrier proche, il n'y en a pas forcément, voilà. On a hâte quand même de le voir contre de vrais pressings. Mais, concernant le match contre Nice, il y avait un autre absent. Un autre absent que j'aimerais mettre en avant, c'est Marquinhos. On est en Ugarte dépendance. Je pense aussi que défensivement, on est en Marquinhos dépendance. Enfin, je ne sais pas si c'est une Marquinhos dépendance, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, il est très important. Ses retours salvateurs en sont l'image parfaite. Mais par exemple, quand il s'aventure un peu plus haut sur le terrain, tout de suite, l'alignement est complètement différent et les complémentarités touchées. Cas typique, la contre-attaque marseillaise qui donne la barre de Vitinha. Elle part d'un alignement Skriniar, Hakimi, Lucas Hernandez, parce que Marquinhos est monté. Et au final, tu te fais transpercer beaucoup plus facilement qu'avec Marquinhos dans l'alignement. Donc voilà, vraiment, je suis content parce que Marquinhos, on lui tapait dessus depuis 1 an et demi, à raison bien évidemment, parce qu'il était méconnaissable et il s'est foutu de notre gueule pendant très longtemps. Sa prolongation était pas du tout méritée, ou plutôt l'augmentation salariale à la clé n'était pas méritée. Mais voilà, malgré cette année et demie très compliquée, c'est quelqu'un qui est là depuis 2013, qui est limite un enfant du club, qu'on apprécie quand même au fond, tu vois. C'est quand même quelqu'un avec qui on a vécu beaucoup de choses, plus négatives que positives ces dernières années. Mais bon, quand même, enfin, il égalise contre l'Atalanta, quoi. Voilà, l'Atalanta, c'est pas que Choupeau, c'est aussi l'égalisation de Marquinhos. La tête contre Leipzig, voilà. Bon, alors celle contre City, enfin le but qu'il met sur la passe magique de Neymar contre le Bayern. Bon bref, on va pas refaire l'histoire de Marquinhos au PSG. Zahir Emery, dans ce rôle très différent de celui qu'il a
quand Vitinha est sur le terrain. Donc là, dimanche soir, il avait un rôle beaucoup plus libre qu'il a su appréhender très rapidement puisque son début de match est sur les chapeaux de roue. D'habitude, en fait, Zaïre Emery a besoin d'un petit temps d'adaptation dans le match. C'est qu'au bout de 20-30 minutes, que ça y est, là, il est lancé, la machine est là. Là, en fait, nouveau rôle à appréhender. Tout de suite, dès les premières minutes, il tire son épingle du jeu, il sort du lot. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très bon. La seconde mi-temps, il est un peu moins en vue avec le ballon, mais globalement, voilà, encore une fois, un match. D'ailleurs, l'équipe lui ont mis 5,5 sur 10, mais craquage total. Les frérots, ils ont pété leur crâne complètement. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Enfin, c'est pas possible, les gars. Les matchs, c'est la télé allumée, quoi. Ça se regarde avec les yeux, quoi, pas avec les pieds. En bref, les renversements, j'ai bien aimé pour Zaïre Emery aussi, voilà, chose qu'il faisait pas avant. De toute façon, à chaque match, en fait, il te fait quelque chose de nouveau, qui te fait kiffer avec lui, et qui te rappelle qu'on a un joueur de 17 ans à peine, qui va encore progresser, qui va connaître le plus haut niveau cette saison, l'enchaînement des matchs. Donc voilà, évidemment, il va prendre en expérience et en polyvalence, même si il a prouvé toute sa polyvalence, parce que c'est vrai que c'était un rôle complètement différent, où il était beaucoup moins bridé, voilà, où il occupait par exemple toute la largeur du terrain, où il pouvait courir beaucoup plus, et il l'a parfaitement compris, saisi très rapidement. Gage d'intelligence, parce que on parle quand même d'un joueur qui en parallèle mène des cours, va passer son bac, jouer en Ligue des Champions contre Dortmund, Emre Can, le déménageur, plus tôt dans la semaine, voilà. A enchaîné un début de saison où il a même joué avec les espoirs de Thierry Henry. Donc avoir la lucidité d'interpréter ton rôle très rapidement, alors que tu as eu 2-3 jours pour le travailler avec le coach, c'est superbe. Voilà, c'est exceptionnel. Bref, sur le choix Barcola, le choix de titulariser Barcola à la place de Vitinha. Alors, avec le recul, bon déjà Barcola avait les mêmes consignes que Vitinha, hein, savoir voilà, la largeur et tout ça. Le rôle défensif, il a eu besoin d'un petit temps pour l'appréhender, voilà, c'est-à-dire que l'occasion de Vitinha justement c'est aussi parce que Barcola se replie pas, mais au fil du match, voilà, il a saisi son rôle. Et en seconde mi-temps, il te récupère plein de ballons. C'est exceptionnel. Mais ça, on le savait, on le mettait en avant dans les vidéos au moment de sa signature. C'est vraiment quelqu'un qui court de manière très efficace, sans ballon, que ce soit en phase de construction quand son équipe l'a, mais aussi sur les replis et le contre-pressing, qui est aussi très intéressant chez lui. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment de bon augure pour lui. Mais quand je vois que Vitinha ne rentre même pas dans le match dimanche soir, je me dis que ce choix relevait plus d'un staff médical qui a dit à Luis Enrique, écoute, Vitinha, il faut le mettre au repos complètement. Là, il tire un petit peu sur l'organisme. Voilà. Ou peut-être Vitinha qui avait cette sensation et qui l'a dit à son coach. Plus que d'un coup tactique de se dire ça y est, on joue l'OM. Alors, en fait, le truc, c'est que quand tu prends le match au coup d'envoi, et que du coup tu te rends compte que le plan de l'OM est ultra défensif, qui joue à 5 derrière, tu te dis, rajouter un offensif avec Barcola, c'est logique de la part de Luis Enrique. Mais le problème, c'est que c'était pas du tout évident en avant-match. Enfin, Luis Enrique, il s'est pas dit, l'OM va avoir ce plan-là. Non, pas du tout, puisqu'il a analysé le match contre l'Ajax, qui était complètement différent, dans lequel l'OM jouait à 4 derrière, déjà, en 4-3-3, 4-2-3-1, et beaucoup plus offensivement, en se livrant beaucoup plus. Donc, bien sûr. Et puis en plus, tu décides de mettre Barcola quand même sur le côté fort de l'OM avec Jonathan Klaus. Donc, tout ça pour dire que ce choix, je pense, était plus dicté par la condition, l'épuisement physique de Vitinha. Bon, terminons sur ce qui a animé l'après-match. Pour moi, je ne me voyais pas ne pas y revenir, ne pas avoir un mot, même si ce sera rapide. C'est un sujet tellement profond qui d'ailleurs est un sujet de société au-delà d'être un sujet de foot, donc un sujet qui mériterait une vidéo, mais limite un podcast d'1 heure avec en fait plusieurs personnes, voilà, de différents avis sur le sujet. Vous l'avez compris, l'histoire des champs, qui a donc été reprise par la ministre, ça a pris une ampleur, des gens se sont exprimés, des débats ont eu lieu sur les plateaux télé. En gros, la ministre
a fait son travail. Aujourd'hui, je suis Emmanuel Macron, je suis très content de ma ministre, en fait. Parce qu'elle a utilisé avec brio, avec un vrai sens politique, cet événement pour l'inscrire à l'agenda médiatique. À l'agenda politique, on verra s'il y aura des lois de passé, s'il y aura des rendez-vous, des campagnes, par exemple, de sensibilisation qui seront lancées. Mais globalement, à l'agenda médiatique, ça a été réussi. Politiquement, il faut noter, voilà, dans un gouvernement où les ministres peinent à exister, je pourrais penser à un Christophe Béchu, par exemple, qui est quand même sur un sujet sensible du 21e siècle, et que, je suppose, pas grand monde l'entend, voilà. Par exemple, l'autre jour, il était en même temps que Zemmour sur France Info, le dimanche midi, qui est quand même un prime time du temps politique pour les auditeurs. Bah, en fait, on a retenu Zemmour, quoi. On a retenu Zemmour sur BFM plutôt que Béchu sur France Info. Bon, bref. Dans ce gouvernement où certains ministres peinent à exister médiatiquement, je pense que Macron doit être content de sa ministre. Bon, bref. Dans tous les cas, les supporters le sont beaucoup moins. Et moi le premier, hein, le deux poids, deux mesures, on va le dénoncer. Bon, déjà, les chants en eux-mêmes. En fait, c'est tellement imprégné dans les esprits, dans la culture du foot qui est... Enfin, Daniel Riolo le disait très justement hier sur le plateau de l'After. Aucun problème à dire que la culture du foot est une culture dure, une culture violente, au moins verbalement, tu vois. Donc, il y a ce discours qui vise à dire ça fait partie de la culture du folklore. Et d'ailleurs, tout ça nous mène à se demander si les chants, dans la manière dont ceux qui les font se les approprient, est-ce qu'ils sont réellement homophobes? En gros, est-ce que les gens qui chantent ça sont des gens homophobes? Alors déjà, vu le nombre de personnes qui chantaient ça dans le parc dimanche soir, bon, je suis pas sûr qu'ils étaient tous homophobes. Voilà. Donc déjà, ce serait inquiétant en fait, hein, si sur une proportion de 48 000 personnes, on en est autant qui soient homophobes à proprement parler. Parce qu'encore une fois, gros problème de notre société, le sens des mots, bien évidemment, qui sont utilisés à tort et à travers, sans aucune modération, et au final, le débat n'en est qu'entravé par du coup des excès d'extrémisme, et puis les mots, en fait, qui perdent leur sens. À force de les utiliser à tort et à travers, les mots n'ont plus leur sens. Voilà. Ça, c'est un des trucs qui me révolte le plus. Bon, bref, c'est sociétal. Déjà, le caractère propre des chants. Alors oui, les mots utilisés sont homophobes et tout ça, mais voilà. Le problème, c'est que faire? Que faire pour changer quelque chose? L'idée, ce serait de faire un parallèle avec une autre forme de discrimination qui est le racisme, bien évidemment. Le racisme qui, aujourd'hui, tu vois quelqu'un, par exemple, faire des cris de singe dans un stade, ça fait rire pas grand monde, pour pas dire personne. Parce qu'il y aura toujours des abrutis qui viendront rigoler ou du moins acquiescer, cautionner ce genre de blague. Mais globalement, aujourd'hui, c'est vrai que le racisme dans les stades, quand ça se passe par exemple en Italie, parce que c'est pour le cas du foot, c'est vraiment là que ça revient le plus, sur les réseaux sociaux, bon, à chaque fois, là, les commentaires sont quasiment unanimes en fait. Voilà. Or, sur cette forme de discrimination homophobe, on n'en est pas du tout là. Ce que je veux dire par là, c'est que le racisme, pour les générations qui nous ont précédés, il y a eu des moments dans l'histoire récente où c'était beaucoup plus banalisé, quoi. Le mec faisait son cri de singe, bon, ça faisait rire, je pense, beaucoup plus de personnes. Ensuite, ça ne faisait pas tilter les gens, forcément, tu vois, parce que c'était dans la culture. Et les manières de penser ont évolué. Donc là, on touche vraiment, en fait, l'idée, ce serait de rendre ces insultes homophobes ringards. Ringards au regard des gens, en fait. Au regard de la société en général. Donc,
c'est philosophique, c'est quand même un gros sujet. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, le problème, tu le feras évoluer que comme ça, en fait. Voilà. Pour que dans la tête des gens, ça devienne ringard, comme le processus qui a eu lieu avec le racisme, même si aujourd'hui, on le voit. Le racisme n'est pas encore sorti des stades, en fait. Il existe encore en Italie. Et donc, les solutions qui visent à dire il faut sanctionner les tribunes, les clubs et tout ça, par exemple, Rouillet qui te dit aujourd'hui faut des retraits de points, faire perdre le match pour l'équipe qui a les supporters qui font ça, le problème c'est que là on va se retrouver avec des championnats à points négatifs, quoi. Parce que c'est tous les clubs. Et là on y vient aux deux poids deux mesures des politiques dans cette histoire. Évidemment, il s'offusque pas quand c'est un vieux Clermont-Brest le samedi à 17h. Voilà. C'est là où on peut leur en vouloir et où je leur en veux. Alors en fait, comme je le disais plus tôt, comme j'introduisais, j'en veux pas à un politique de s'en prendre à un classico. Parce que c'est ce qui va faire parler. S'il se présente sur RTL le lundi matin et qu'il nous parle du Clermont-Brest du samedi 17h, bien sûr que le mec, il est ministre. À un moment donné, il faut aussi penser à leur profession. C'est pas possible. Ça ne fera pas parler. Ça ne sera pas du tout inscrit à l'agenda médiatique. Par contre, là où je leur en veux absolument, c'est, du coup, en fait, de pas fermer leur gueule et de travailler tout simplement, voilà, de demander à leur préfet sur les cas isolés, frapper fort, tu vois. Par exemple, un Clermont-Brest samedi à 17h, chant homophobe. Le lundi à 8h, un ministre qui, sur RTL, dénonce, ça ne fera pas de bruit. Par contre, le préfet qui, dès le samedi soir, fout les auteurs, machin, en garde à vue de je ne sais quoi, là, tu vois, c'est fort. Un, ça ferait parler. Et deux, ce serait une grosse prévention. Hein. On n'en arriverait pas à des situations comme dimanche soir, hein, parce qu'avant de dénoncer les situations, je pense que les ultras parisiens, si tous les week-ends, quand il y a ce genre d'actes, ils étaient réprimés bien comme il faut, si les préfets, si les ministres, tout ce que vous voulez, faisaient leur travail, et prenaient des dispositions fortes, voilà, appliquer la loi de manière stricte, on n'en arriverait pas là, en fait. Voilà, parce que les ultras, là, du coup, ce serait faire rentrer dans la tête d'un point de vue juridique, puisque du coup, les ultras prendraient peur d'avoir l'amende, d'avoir le préfet, je sais pas si une garde à vue, je sais pas, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, plutôt que de dénoncer a posteriori, s'ils avaient travaillé sur les cas particuliers beaucoup plus, peut-être que dimanche soir, en fait, on n'aurait même pas eu tous ces chants, parce que les supporters auraient craint, de part le travail bien fait des préfets. Bon bref, si je devais finir sur une note positive, je sais pas, mais au moins une note drôle, toute cette histoire m'a rappelé Serge Aurier en 2016, quand on mettait les lacets multicolores, où il dit « Ah ben ça, c'est pour le racisme, reprenez la vidéo ». Bon déjà, elle est drôle. Ici, on est plutôt adepte de ce genre d'humour, voilà. Enfin, je lutte absolument contre l'homophobie et je pense que ma prise de position là dans la vidéo en témoigne. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce genre de vidéo, ça n'en reste pas moins drôle de voir Serge Aurier complètement largué qui te dit ouais, c'est le racisme 2016. Aujourd'hui, 2023, tu peux te dire déjà que l'initiative a quand même pris de l'ampleur, parce que là, c'est plus les lacets qu'on fait multicolores, c'est carrément le flocage. Donc, c'est un peu plus visible quand même. Peu importe ce que tu penses de l'initiative en elle-même, elle a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus au fait, tu vois. En 2016, Serge Aurier, il ne savait pas. Là, aujourd'hui, tous les joueurs, c'est bon, ils savent. Ils sont au courant qu'il y a des luttes pour l'homophobie. Alors après, est-ce qu'ils s'en saisissent? Est-ce que ça les sensibilise? Ça, je ne sais pas. Mais globalement, tu peux y voir quelque chose quand même de positif, d'être passé du lacet au flocage. Bref. Et du Serge Aurier qui comprend rien à aujourd'hui, tout le monde sait maintenant que en fin de saison, tu auras une journée où le flocage sera multicolore. Tout le monde sait maintenant. Voilà, bref. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, j'ai trop parlé. Ciao les amis.